Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis avec Catherine, salut, comment ça va ? Salut Marine, écoute, ça va très bien. Pour ce deuxième épisode, pas de thème précis, mais on va évoquer plusieurs livres qui nous ont plu ces dernières semaines. On va parler de fantastique, d'identité, de folie et de BD. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Marine, tu nous en avais parlé dans l'épisode précédent. Ça y est, tu as fini le pavé et c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré, c'était vraiment une lecture géniale. Donc, je vais vous la résumer très rapidement. L'un des personnages principaux, c'est Sabran, la reine du Rhénome d'Inis. Je dis Rhénome parce que l'Inis est gouvernée depuis des siècles par des reines, dont la dynastie est censée protéger le peuple d'un dragon. Donc, le monde est divisé en deux et les peuples vont devoir s'unir pour vaincre ce dragon. Au milieu de tout ça, on a un autre personnage qui s'appelle Ehad. C'est une jeune femme, une demoiselle de compagnie à la cour de Sabran, et elle va devoir protéger la reine. Ah, déjà, ça s'annonce bien. Oui, ça s'annonce très bien. Pour tout vous dire, vraiment, c'était un coup de cœur. J'ai adoré. C'est aussi simple que ça. Samantha Shannon, en fait, a créé un univers très fantasy et en même temps, on est assez loin des clichés qu'on retrouve justement dans ce genre et qui sont parfois un petit peu vieillots. C'est de la fantasy féministe, en fait, pure et dure. L'auteur déconstruit un peu les mythes et les schémas qu'on retrouve habituellement, prince, princesse, dragon, gentil, méchant, château, etc. Et elle va s'inspirer des légendes, par exemple arthuriennes, et de beaucoup d'autres histoires qui sont issues du folklore japonais ou chinois. Et du coup, elle va s'en inspirer. Donc, par exemple, un exemple de thème qui est rarement abordé dans la fantasy traditionnelle et que moi, j'ai trouvé très pertinent dans ce roman, c'est celui de la grossesse et de l'importance de mettre au monde un héritier. C'est une problématique qu'on retrouve toujours autour du personnage de Sabran, puisque si Sabran ne donne pas naissance à un héritier, son pouvoir, sa dynastie ne se justifie plus. On est d'accord que là, l'héritier, il faut que ce soit une femme, du coup. Il faut que ce soit une femme. En plus de ça, a priori, parce que vu que c'est une dynastie de reines, voilà, de mère en fille, à chaque fois, l'héritière, c'est une héritière, c'est une femme. Donc en fait, là, on a un peu la nouveauté, ou l'originalité dans ce roman qui est qu'on est vraiment axé sur les femmes et c'est les femmes qui dirigent. C'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est les femmes qui sont à la tête du royaume. Donc déjà, rien que ça, le fait de ne pas avoir un roi qui dirige le monde, c'est quand même super original. Il y a très peu de romans fantasy qui, rien que, comme je disais, les légendes arthuriennes, là, encore une fois, c'est Arthur. Donc le fait que ça soit une femme qui soit à la tête de ce peuple, moi, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ah oui, on aime bien. On aime bien, on est d'accord. Et... pour revenir à cette idée un peu de grossesse et de stress qu'il peut y avoir, moi, ça me rappelle finalement des problématiques qu'on se pose aussi aujourd'hui en tant que femme. Clairement, le fait d'être une femme, est-ce que ça se résume au fait d'être une mère ? On voit beaucoup de femmes qui se posent cette question aujourd'hui. Donc voilà, ça fait écho à des choses qu'on aborde dans la vie de tous les jours, à des réflexions qu'on a peut-être entre amis, avec sa mère, avec sa fille, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On voit aussi revenir un peu ces questionnements autour du mariage, Sabran refuse de se marier, elle veut gouverner seule, donc ça va évidemment avec la grossesse, etc., puisqu'à la base, elle n'est pas trop partante quand même pour avoir un gamin, c'est pas sa priorité, on va dire, quoi. Elle est quand même super féministe. C'est des problématiques qui sont à la fois très actuelles, dans un genre qu'on pourrait parfois qualifié d'un peu vieillot. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me haïr en disant ça, mais je trouve que voilà, s'éloigner un peu des schémas habituels, c'est rafraîchissant quand même. Ça fait du bien de trouver des romans dans ce genre-là. Un autre thème qui a été abordé aussi tout le long du roman, c'est, alors là c'est beaucoup plus politique, mais c'est l'utilisation de la religion à des fins politiques. Par exemple, nous en France, on va penser à la monarchie de droit divin avec Louis XIV, etc. C'est des questions d'actualité, c'est des réflexions sur notre monde aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit pas forcément non plus dans un roman de fantasy qui s'adresse quand même plutôt à un jeune public. C'est assez étonnant, non, de retrouver ça comme ça Oui, c'est vrai. Du coup, ça donne plus de profondeur. On se contente pas juste d'avoir des dragons, des reines, des princesses, de la magie, des fées, etc. Il y a vraiment toute une réflexion sur le monde réel
Et le fait de le transposer dans un monde fantastique, c'est génial. Parce que toi, ça te fait réfléchir à ta propre vie, à tes propres réflexions. Peut-être qu'il y a des lectrices qui, aujourd'hui, se posent aussi la question de est-ce que j'ai envie d'être maman ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que c'est la société qui m'y force, etc. Donc, finalement, c'est ça qui va nous aider aussi à nous identifier aux personnages. C'est toutes les réflexions qu'elles peuvent avoir. Nous aussi, on va les avoir dans notre vie à un moment donné ou pas. En fait, c'est des réflexions très actuelles et très modernes et très terre-à-terre, mélangées à des dragons, des princesses. Exactement. Et un univers fantastique. C'est ça, c'est tout à fait ça, t'as tout résumé. C'est le meilleur des deux mondes, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment... Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Alors certes, le livre fait 1000 pages, c'est énorme, c'est un gros pavé. Enfin, si un jour vous le voyez en librairie, vraiment, vous allez vous dire « Oh non, c'est trop gros, jamais, ça rentrera pas dans ma librairie. » Et en fait, il faut le porter quand même. Quand on le lit, c'est un peu genre on se fait les muscles. C'est ça. Alors moi, du coup, c'est vrai que j'ai un peu traîné pour le lire parce que je le lisais qu'à la maison, clairement. J'allais pas se trimballer ça dans le métro, c'est un peu compliqué. Donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu pour le lire. Mais franchement, ça se dévore. C'est un peu, clairement, si vous êtes fan de toutes les séries, genre Game of Thrones, avec plein de royaumes différents, avec plein de personnages, avec plein de lieux... vous allez adorer. Enfin, c'est exactement l'univers qu'on retrouve dans le prieuré de l'Oranger. Je trouve que le fait que les éditions de Saxus se soient penchées un peu sur ce chef-d'œuvre, je trouve ça vraiment très chouette. En plus, c'est des éditions que je trouve très bien parce qu'à chaque fois, elles proposent de la fantaisie assez originale. L'une de leurs prochaines parutions, d'ailleurs, ça va être un peu aussi sur les légendes arthuriennes, mais revisitées façon féministe. Donc j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air très chouette. Ça va se pencher sur le personnage de Guenièvre dans les légendes d'Arthur, qu'on laisse un peu parfois de côté quand même. Et là, qui attend beaucoup, non ? Voilà, c'est ça, elle fait pas grand-chose d'autre. Et donc là, on va lui donner un peu la part belle dans ce livre-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Eh bien, écoute, moi, en tout cas, je suis convaincue. Alors, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, c'est donc aux éditions de Saxus. Et vous pouvez tout de suite foncer chez votre libraire pour vous l'acheter. Et d'ailleurs, je rajoute juste un petit détail, mais il vient de sortir en édition poche, donc ça sera beaucoup plus transportable. Là, il est divisé en 2 volumes, donc c'est peut-être plus sympa aussi. Coup de cœur également pour toi, Catherine, mais changement total d'univers avec L'Art de perdre d'Alice Zeniter, édité par Flammarion. Oui, alors ça aussi, en effet, un vrai coup de cœur pour moi. Donc L'Art de perdre, c'est l'histoire d'une famille algérienne sur 3 générations. Le grand-père Ali, qui est un montagnard kabyle, pris malgré lui dans la guerre d'Algérie. Hamid, le père, qui est arrivé en France en 1962. Et la fille Naïma, qui part à la découverte de ses origines et de son identité, à peu près à notre époque. Alors L'Art de perdre a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2017. Pour moi, les concours des lycéens, c'est toujours une valeur sûre. Et encore une fois, j'ai vraiment pas été déçue. J'ai adoré. C'est vrai que les concours des lycéens, à chaque fois, moi aussi, je suis assez fan. Je vais même plus facilement aller vers eux que vers les concours classiques. Je les trouve plus chouettes. Oui, moi, c'est vraiment pareil. Le concours des lycéens, je trouve qu'à chaque fois, ça marche. Et c'est vrai que moi, j'ai été emballée par l'histoire de cette famille qu'on suit à travers les générations. On est vraiment dans la saga familiale. Je vous en parlais déjà la dernière fois. C'est un truc que j'adore. Et là, on est dedans. On suit tous ces personnages, le grand-père, le père, la fille, enfin la petite fille, et puis il y a tous les frères et sœurs autour, etc. Donc vraiment, on est dans la saga familiale, mais ça va aussi au-delà de la saga. C'est un récit qui est vraiment très fort, j'ai trouvé. Aussi parce que le thème abordé est un thème vraiment important et fort. On parle énormément de la guerre d'Algérie et de l'immigration, de tous ces Algériens qui sont arrivés en France. Et même plus précisément, là, on parle des harkis, qui est vraiment un pan de l'histoire que finalement, moi, je connaissais pas bien. Déjà, c'est des choses qu'on étudie à l'école ou à la fac. Mais finalement, les harkis, on connaît pas super bien. Ouais, et puis même la guerre d'Algérie, on se doute bien qu'en France, elle est enseignée d'une certaine façon, qu'on n'a pas non plus le point de vue algérien. Donc, je trouve ça intéressant finalement d'avoir aussi l'autre côté. Oui, c'est ça. On le découvre avec vraiment un œil neuf. Alice Zeniter a super bien travaillé sa documentation. C'est vraiment très précis. On a beaucoup de descriptions de la guerre d'Algérie, comment ça s'est passé, l'arrivée en France des harkis notamment, et tous ces camps de transit dont on a un peu entendu parler, Rivesaltes, Jouk, c'est des noms qui sonnent, mais moi je connaissais pratiquement pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle les décrit vraiment très bien. Et moi, après, du coup, je suis allée chercher sur Google des informations dessus et je suis tombée sur des images de Lina
qui sont exactement ce qu'elle décrit. Donc clairement, elle a fait ce travail-là, elle aussi. Les descriptions sont très fidèles, quoi, au final, très fidèles. C'est vraiment, c'est très très bien raconté et du coup, c'en est vraiment super intéressant parce que on a un peu un cours d'histoire, franchement, sur la guerre d'Algérie, sur les harkis. Mais de façon peut-être un peu moins ennuyeuse que quand on était au lycée, qu'on devait écouter notre prof. Oui, tout à fait. Encore que moi, j'ai eu des bons profs d'histoire quand même, il faut le dire. Mais bon. Et donc voilà. Après, il y a un autre thème qui est abordé du coup tout au long du livre, c'est le thème de l'identité. De l'identité et de la construction de l'identité. C'est vraiment au centre de l'histoire. En fait, on commence avec le grand-père qui est harki malgré lui, qui est entraîné dans cette guerre à soutenir entre guillemets les Français parce qu'en fait il n'a jamais vraiment choisi et ça lui est tombé dessus. Et lui, il va arriver en France et essayer d'oublier tout ça. Le fils Hamid comprend bien que la seule solution pour lui, c'est d'oublier, d'ignorer ses origines algériennes, d'ignorer son histoire familiale, que c'est le seul moyen pour lui de s'intégrer en France. Et puis ensuite, la petite fille, Naïma, elle va se rendre compte qu'elle ne connaît pas ses origines et qu'en fait, c'est quelque chose dont elle a besoin. Et donc, elle va vraiment partir à la découverte de ses origines, les chercher tout en les craignant un peu, en ayant un peu peur de ce qu'elle va découvrir. Finalement, Alice Zeniter essaye de répondre à cette question universelle qui est comment être soi, comment décider qui l'on sera, comment être libre et quelle est la place de l'histoire familiale dans la construction de son identité. Que cette identité soit connue, racontée ou qu'elle soit cachée. En tout cas, ça a toujours un rôle dans la construction de soi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment magistralement décrit par Alice Zeniter. Elle va vraiment droit au but et elle est pile... Là où il faut, quoi. Voilà, c'est vraiment exactement. Le poids du passé, la place qu'on doit lui accorder, quel équilibre dans sa vie de tous les jours, etc. Et qui être par rapport à tout ça. Moi, j'ai été vraiment touchée par tout ça. Je me souviens que quand j'étais en prépa, on nous avait parlé du statut des exilés ou des immigrés. Un de mes profs avait évoqué le fait que ces personnes se sentaient ni d'ici ni d'ailleurs. Et cette expression ni d'ici ni d'ailleurs, je trouve que c'est exactement ce que Alice Zeniter décrit dans le bouquin avec des gens qui, le grand-père arrivé en France ne peut plus revenir en Algérie, donc il n'est plus vraiment algérien, mais en même temps il n'est pas français. Le fils Hamid a beau essayer d'ignorer complètement son côté algérien, il n'est pas non plus complètement accepté en tant que vrai français pour certains, disons. Et même la petite fille qui pourtant, elle, finalement, ne parle même pas algérien, hein, elle n'a vraiment que le nom de famille d'Algérien et elle sait bien qu'il y a quand même cette partie-là en elle et qu'il faut qu'elle la découvre. Et donc, chacune de ces trois histoires, elles s'entremêlent et il y a aussi tout ce lien entre les générations. Donc là, on revient un peu à la saga familiale. Donc ouais, entre cette question de l'identité, entre ce lien entre les générations, on a vraiment une écriture hyper efficace. Et c'est très émouvant parce que forcément, c'est des thèmes très forts et puis c'est une histoire très forte. Et moi, j'ai été plusieurs fois au bord des larmes. J'ai vraiment eu... je me suis vraiment attachée à toute cette famille et à leur histoire. Et donc c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment à conseiller. Franchement, ça me donne vraiment très très envie de le lire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu et n'hésitez pas à nous dire quel ressenti vous avez eu et si vous avez aimé, mais moi en tout cas, j'ai hâte de m'y plonger. Aujourd'hui, on a aussi choisi de vous parler du Bal des Folles de Victoria Mass, donc là un autre thème, la folie. Cette fois, on change complètement d'univers. L'histoire se déroule à Paris, quelques années après la Commune, donc on est à la fin du 19e siècle. J'imagine que pour beaucoup de Parisiens, l'hôpital de la Salpêtrière, ça vous parle. Et dans le Bal des Folles, on va découvrir les coulisses de ce célèbre bâtiment et plus particulièrement la section réservée aux femmes folles, aux hystériques. Le roman suit 3 personnages. Geneviève, l'infirmière en chef du service, Louise, une adolescente donc dite aliénée, et Eugénie, une jeune femme capable d'entendre les morts et qui se retrouve enfermée parmi les autres malades. Il faut savoir qu'à l'époque, l'hôpital de la Salpêtrière était très réputé et la section des aliénés donc était dirigée par le professeur Charcot, un neurologue que le tout Paris admirait pour ses expériences de traitement des fous. Et une fois par an, la Salpêtrière ouvrait ses portes aux Parisiens pour un bal de la mi-carême, autrement appelé le Bal des Folles, puisque nos
héroïnes y participaient. Alors, faut dire quand même que dans ce roman, le bal, c'est un peu un prétexte. Oui. Sans vous spoiler, il arrive vraiment à la toute fin du roman. Ça fait quelques pages et puis c'est tout. Mais pour moi, là où le livre est très intéressant, c'est la façon dont l'autrice a décrit, juste à travers ce petit univers médical, finalement, une société qui est très patriarcale, où les femmes sont enfermées par leur père, leur mari, mais alors sans raison aucune. Elles sont pas consultées. Elles sont abandonnées là à la salpêtrière, à leur triste sort, elles sont pas visitées, elles sont laissées aux mains des infirmiers, des médecins. Et puis au final, dans ce livre, il y a très peu de femmes qui semblent être vraiment folles. Il y en a certaines, c'est des anciennes prostituées, il y en a d'autres qui ont été violées. Bon, on sent qu'elles ont été un peu mises là par les hommes parce qu'on savait pas trop quoi faire d'elles, elles faisaient honte à la famille et puis voilà, on n'avait plus trop envie de les voir. On s'en est un peu débarrassé. Voilà, c'est exactement ça. Et l'un des personnages qui incarne un peu finalement ce patriarcat, c'est le professeur Charcot. Alors il a vraiment existé, hein. À l'époque, il était très connu parce qu'il faisait des expériences d'hypnose sur les folles et ça faisait un espèce de grand spectacle. Tout le monde arrivait dans ces salles, pouvait l'admirer en train d'hypnotiser une pauvre femme au milieu de cette foule. Et au final, avec ces descriptions, un peu, on a l'impression que finalement, c'est la société qui est folle et pas les femmes qui sont enfermées à la salpêtrière. Ouais. C'est vrai que les scènes qu'elle décrit, d'ailleurs, très bien, j'ai trouvé des classes. Le professeur Charcot qui explique comment traiter l'hystérie, la folie. Elles sont, enfin moi, je les ai presque trouvées choquantes. Enfin, je les ai pas presque, je les ai complètement trouvées choquantes. Les femmes, c'est juste des bouts de viande. Elles sont pas du tout considérées comme des êtres humains et elles sont vraiment là pour faire le show de Charcot. Et on sent bien qu'il n'y a aucun intérêt pour elles en tant qu'être humain. Et puis les traitements sont quand même assez étranges. À un moment donné, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais il préconise d'appuyer sur les ovaires quand la femme est hystérique. Enfin, on se dit, mais ça n'a aucun sens. Ça montre à quel point le corps féminin, à l'époque, n'était absolument pas connu par la médecine. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi ? Appuyer sur les ovaires pour calmer des crises d'hystérie, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, à l'époque, ça semblait révolutionnaire. On se disait, ah, le gars a trouvé le traitement miracle, alors que cette pauvre femme, elle était juste en train de souffrir le martyre. Et c'est vrai que c'était très très dur à lire quand même. Ça montre exactement la vision de la femme à l'époque, où c'était un peu normal aussi qu'elle soit hystérique, parce que c'est une femme. Donc après, c'est forcément, qu'est-ce qu'il y a de différent chez les femmes ? C'est les ovaires, donc on va appuyer dessus, tu vois, et ça va sûrement les arranger. Enfin, c'est vraiment très très réducteur, en effet. Après, moi, ce que j'ai trouvé aussi, et tu l'évoquais sur la question du patriarcat, c'est que finalement, on dit que ces femmes sont aliénées, et comme tu disais, la plupart semblent ne pas l'être. Dans le bal des folles, nos 3 héroïnes, elles sont pas du tout folles, elles ont juste subi des événements difficiles dans leur vie, et celles qui sont aliénées, ou ceux qui sont aliénés, ne sont pas forcément ceux que l'on croit, et notamment c'est presque plus une aliénation de leur identité. On revient au thème de l'identité, mais de leur identité qui est faite, c'est-à-dire qu'elles ont été placées là par le père, le mari, le frère, un homme, pour s'en débarrasser. On les a oubliés là, abandonnés aux mains de Charcot, et finalement c'est plus leur identité qu'on leur a aliénée plutôt que leur esprit. Et en plus, on réduit beaucoup la folie à l'hystérie. C'est-à-dire qu'une femme folle est une femme hystérique, c'est une femme qui montre ses émotions, c'est une femme qui ne réagit pas comme il faut. Typiquement, quand il y a un des personnages qui a été violé et qui, on s'en doute, subit un traumatisme violent, elle se retrouve à réagir à ce viol de façon extrêmement violente. Et c'est pour ça qu'elle va être internée. À aucun moment on va remettre en question le fait que ce soit le viol qui ait déclenché cette folie, et on va juste se dire que c'est une femme pas comme il faut parce qu'elle est extrême, elle ne sait pas faire face à ses émotions, etc. Donc c'est vraiment un traitement de la folie très réducteur, encore une fois, quoi. Moi j'ai un peu l'impression que c'était un moyen de se débarrasser des femmes qui gênaient. Oui, voilà, tout simplement. Et oui, là, oui, c'est vrai. Là d'ailleurs, l'une des héroïnes, Eugénie, c'est vraiment ça, elle gêne, et donc on s'en débarrasse, on l'oublie, et heureusement il y a quand même quelques personnes qui sont de son côté, mais il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, sur Eugénie, toi tu avais une petite remarque à faire quand on en avait parlé. Oui, c'est vrai que donc Eugénie, elle voit les morts et elle leur parle, et donc c'est ça qui entraîne son internement. Moi, j'ai presque trouvé que ça affaiblissait un peu le propos de Victoria Mass, qui pour moi est très intéressant sur ce côté
c'était pas des folles qu'on mettait là, mais des femmes dont on se débarrassait. Et finalement, le fait d'intégrer ce côté un peu surnaturel à l'histoire, je trouve que dans un sens, je me dis, peut-être qu'on peut comprendre qu'on la trouve folle. Donc j'ai trouvé que ça affaiblissait un peu le propos. Je me suis fait un peu la même réflexion. C'est vrai que le fait d'entendre les morts, on se dit que même aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir en nous disant j'entends les morts, je peux communiquer avec eux, je les vois, etc. On se dirait peut-être quelque chose qui tourne pas rond chez cette personne. Et du coup, le fait d'en faire un personnage un peu presque mystique, c'est vrai que ça affaiblit un peu le propos de se dire elle est internée là sans raison. Au final, oui, il y a peut-être une raison. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage, cet aspect-là. Après, encore une fois, je le disais, c'est vraiment très bien raconté. Et du coup, moi, je l'ai aussi accepté en tant que tel. Et on nous dit qu'elle voit les morts. Et je dis, OK, elle voit les morts, très bien, pas de problème. Et en plus, à côté de ça, elle est complètement réfléchie. Enfin, il n'y a pas du tout d'autres doutes sur son état d'esprit, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on y pense... Peut-être qu'elle aurait pu lui trouver autre chose, une autre raison de la faire interner qui aurait encore moins justifié son internement. Voilà. Alors du coup, moi, il y a un autre livre que j'ai lu juste après, quelques semaines après, et qui est souvent comparé et mis en parallèle avec Le Bal des Folles, c'est La Salle de bal d'Anna Hoppe. Alors même comparé, parfois, il y en a certains qui parlent de plagiat de la part de Victoria Mass, parce que La Salle de bal a été écrit avant. En fait, il s'agit vraiment du même thème, d'un asile pour fous, mais sauf que pour moi, au final, le terme de plagiat ne se justifie absolument pas. Pour moi, c'est deux livres qui sont vraiment très différents. Après, il y a plein de thèmes en littérature qui sont repris à droite à gauche et c'est pas dérangeant parce que c'est abordé vraiment d'une façon très différente. Alors du coup, La Salle de bal, déjà, ça se passe dans le Yorkshire, ça se passe au début du XXe siècle, vraiment à la veille de la Première Guerre mondiale, donc on n'est pas non plus à la même époque. Et cette fois-ci, on se retrouve dans un asile où les hommes et les femmes sont enfermés, mais chacun de leur côté. Donc là, cette fois-ci, il y a vraiment les deux sexes et ça va avoir toute son importance dans le roman. Et en effet, de nouveau, il y a un professeur qui s'appelle le docteur Fuller qui, lui, organise aussi des expériences pour guérir les malades à l'aide de la musique. Et tous les vendredis soirs, il y a un bal qui est organisé dans cet asile où les hommes et les femmes peuvent danser ensemble. Voilà, on retrouve quand même ce thème-là. C'est le thème de la musique et le rôle que peut avoir la musique sur la folie. Mais pour moi, La Salle de bal d'Anna Hoppe, c'est un livre qui est beaucoup plus politique et historique que celui de Victoria Mass, qui est clairement féministe. Ça parle par exemple d'eugénisme, de racisme, d'intolérance. Le docteur Fuller, au final, il fait partie de ces scientifiques qui pensent que les personnes aliénées, les personnes folles, doivent être mises à part. Donc à l'époque, il y a finalement deux sciences qui s'opposent dans l'eugénisme. C'est la ségrégation et c'est la stérilisation. Il y a des personnes qui pensent que pour arriver à une race supérieure, il faut stériliser les fous et ainsi améliorer petit à petit l'humanité. Donc là, déjà, on voit naître un peu quand même les prémices du nazisme, clairement avec cette idée d'homme supérieur, d'amélioration de la race, etc. Et moi, j'ai été très, très étonnée de voir dans le roman d'Anna Hoppe que Churchill faisait partie des hommes qui prônaient l'eugénisme et la stérilisation des personnes plus faibles. Et en plus de ça, il y a vraiment cette idée politique que la folie se retrouve dans les classes sociales les plus pauvres. Donc il faut éliminer tout ça. Et comment éliminer ? En stérilisant. Donc c'est une politique qui est très violente et il y a des faits historiques qui d'ailleurs sont résumés à la fin du livre qui sont très très intéressants. Les sources sont très complètes, donc ça permet aussi, il y a beaucoup de textes scientifiques qui sont cités dans le roman, donc ça appuie un peu le propos. Donc pour moi vraiment, c'est deux livres qui sont quand même très, très différents et au final un peu complémentaires à mon sens. Déjà parce que c'est dans deux pays différents, c'est deux traitements de la folie très différents. Je dirais que peut-être pour La Salle de bal, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. L'écriture d'Anna Hoppe, si vous connaissez, c'est quand même une écriture qui est un peu lente, qui est très descriptive, très poétique. Il y a aucun problème, c'est très joli. Mais c'est pas aussi dynamique peut-être que celui de Victoria Mass, mais par contre à partir de la deuxième moitié du livre, alors là moi j'étais complètement embarquée. La fin, franchement, elle est magistrale et au final j'ai refermé le livre en me disant clairement j'ai adoré, en fait c'était génial et j'ai trouvé que c'était un livre magnifique et d'ailleurs en hommage à son arrière-grand-père. Ouais, franchement j'avais la larme à l'œil en terminant le bouquin et en le refermant.
Bon bah écoute, entre la salle de bal et le bal des folles, on va pouvoir beaucoup danser. C'est clair. Mais moi j'ai pas encore lu la salle de bal, mais du coup ça me donne bien envie parce que c'est vrai que j'aimerais bien comparer et voir un peu, voilà, toi tu nous as donné ton avis sur les deux, je me demande si ça me fera le même effet. Pour finir, on vous avait promis une BD et on va vous parler de Peau d'homme de Hubert et Zanzime. Alors Marine, je te laisse nous présenter l'histoire. Cette BD, ça commence un peu comme un conte. C'est l'histoire de Bianca, une jeune femme qui est contrainte à un mariage forcé avec un jeune homme qu'elle connaît à peine. Donc Bianca est une jeune fille un peu plus indépendante que les autres et pour elle, forcément, il est hors de question de se marier sans connaître un minimum son fiancé. Franchement, on la comprend. Ouais. Et sa tante va donc lui confier un secret de famille. C'est une peau d'homme qui permet aux femmes de se faire passer pour un homme lorsqu'elles l'enfilent. Et grâce à cette peau, Bianca va pouvoir découvrir le monde des hommes. Étonnamment, on n'a pas du tout eu le même ressenti, toi et moi, sur cette BD. Peut-être parce qu'on l'a pas du tout abordée de la même façon. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup plus analysée finalement comme un plaidoyer sur la libération des mœurs et sur l'homosexualité. Pour moi, c'était un des thèmes qui était le plus présent dans cette BD. Et d'ailleurs, le scénariste Hubert était un militant de la cause gay et il s'est suicidé peu de temps après l'apparition de la BD. Donc voilà, tout au long de cette bande dessinée, il y a vraiment une réflexion sur la façon dont la société, et en particulier les extrêmes religieux, enferment les gens dans des stéréotypes, dans des cases. Les femmes doivent faire ceci, les hommes doivent faire cela, il faut se comporter de cette façon et pas autrement. Et encore plus, évidemment, quand on est une femme, on a encore moins de liberté. Justement, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Bianca, en enfilant cette peau d'homme, va renverser tous ses codes et va complètement refuser de se plier aux règles imposées. Par exemple, typiquement, l'obligation pour les femmes de se couvrir la tête, ou l'interdiction de faire la fête, ou l'interdiction de se travestir, d'avoir une sexualité libertine, etc. Et toi, je sais, Catherine, tu l'as pas du tout analysé de cette façon. Alors, pas du tout. Déjà, il faut dire que moi, je ne connaissais rien sur les auteurs. Évidemment, a posteriori, du coup, je comprends le propos et je suis plutôt d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas du tout reçu comme ça. Déjà, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu la couverture, j'ai lu le titre et j'ai lu la 4e de couverture. Et je me suis dit, ok, très bien, je vais lire un plaidoyer féministe. Notre héroïne, elle va pouvoir échapper à sa condition féminine grâce à cette peau d'homme. Ça va lui permettre de se réaliser en tant que femme, ou en tout cas de réussir à se réaliser puisqu'elle ne peut pas le faire en tant que femme. Pour moi, cette peau d'homme, elle allait servir à ça et la forme du conte allait permettre de dénoncer la place des femmes dans la société, les inégalités, les injustices, tout ce qu'elles subissent dans la société. Alors là, en l'occurrence... On est à peu près au, je sais pas, 15e, 16e siècle, je dirais. Je pense, oui, ça doit être ça, dans un pays un peu comme l'Italie, oui, donc on Europe. S'imagine, voilà. Donc ça se passe à cette période, mais ça fonctionne à peu près à toutes les périodes. Et donc pour moi, c'était vraiment ça. Moi, je me suis lancée dans le livre avec cette idée-là. Alors, j'ai pas détesté, j'ai pas non plus adoré. Je me suis sentie un peu flouée par les auteurs. J'ai eu l'impression qu'ils m'avaient vendu un truc qu'après, ils délivraient pas. C'est vrai que Bianca, elle va essayer d'échapper à ce mariage forcé, un mariage qui est quand même négocié par le père sans jamais lui demander son avis. Le frère, qui est un moine extrémiste, en gros, qui veut absolument couvrir les femmes parce que soi-disant, elle serait la cause des péchés des hommes. Donc tout ça, c'est bien là. Mais en fait, ce qui m'a un peu énervée, c'est que c'est pas vraiment ce qui intéresse les auteurs, j'ai l'impression. Finalement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Bianca, elle n'est montrée que dans le regard de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, son seul objectif, c'est de se faire aimer de son mari. Et donc, le seul moyen pour ça, c'est de mettre sa peau d'homme. Mais donc, en fait, mettre la peau d'homme, c'est juste pour qu'elle continue à plaire aux hommes. Donc, moi, ça m'a un peu énervée, en fait. J'étais là, mais est-ce qu'à un moment, elle peut juste se réaliser pour elle-même et pas uniquement dans le regard des hommes? En fait, très franchement, j'ai terminé la BD, je me suis dit, ça m'étonne pas du tout que ce soit des hommes qui aient écrit ça. Une femme avec ses points de départ d'une peau qui te transforme en homme, jamais elle aurait écrit ça. C'est marrant parce que dès le début, je l'ai pas du tout abordé de cette façon parce que déjà, rien que le fait qu'elle enfile une peau d'homme, pour moi, c'est pas du tout féministe. Ça veut dire qu'en tant que femme, on ne peut se réaliser qu'en enfilant une peau d'homme. C'est vrai que c'est pareil, un peu étrange. Moi, je le comprenais comme dénonçant le fait qu'on peut rien faire si on est une femme.
Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est dénoncer le truc en disant ton seul moyen de te réaliser, c'est de mettre une peau d'homme. Et finalement, c'est même pas ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'en ai compris de la BD, c'est que ça dit que ton seul moyen de te faire aimer de ton homme, donc en fait, ta seule ambition dans ta vie, qui évidemment, la seule ambition des femmes, c'est d'être aimée des hommes, on sait bien, ce sera de mettre une peau d'homme. Donc du coup, moi, je comprends tout à fait ce qu'ils ont voulu dire et tout ça, mais c'est juste que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je me suis un peu sentie trompée. Peut-être qu'il y a eu un peu un problème de marketing, je sais pas, sur la BD. Peut-être, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de devoir lire l'histoire des auteurs et de connaître leur sexualité pour finalement aborder la BD de la façon dont ils l'ont pensé. Si on doit savoir que Hubert était homosexuel et qu'il était militant de la cause gay, etc., et que ça nous offre cet éclairage de lecture, c'est un peu dommage. Moi, je suis plutôt partisane on ouvre un livre et sans connaître forcément toute la biographie de l'auteur, on plonge dedans et l'auteur nous offre son interprétation. Donc là, moi, c'est vrai que j'avais lu déjà cet article avant de lire la BD, donc forcément, ça a orienté ma lecture. Et c'est peut-être un petit peu dommage de devoir en passer par là. Après, finalement, c'est intéressant. Peut-être qu'il faut juste le voir comme un plaidoyer pour les deux. Que c'est un plaidoyer pour l'homosexualité, pour le féminisme, pour la liberté. Et en fait, tout simplement, c'est un plaidoyer pour arrêter de mettre les gens dans des cases, arrêter de faire des stéréotypes. Si tu es une femme, tu dois être ceci. Si tu es un homme, tu dois être cela. Si tu es un homme, tu dois aimer une femme. Si tu es une femme, tu dois aimer un homme. Peut-être que c'est juste dire, faites ce qui vous plaît. Profitez, aimez qui vous avez envie d'aimer, ne soyez pas forcés et finalement peut-être que ça serait un beau message aussi. Voilà donc plusieurs lectures qui devraient bien vous occuper d'ici notre prochain podcast. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur lebruitdespages.podcast. Vous y retrouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui et les liens vers les plateformes d'écoute et vers le blog. Et surtout, n'hésitez pas, on vous l'a dit plusieurs fois, mais vraiment n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On veut savoir ce que vous en pensez. Marine, tu es également sur Instagram avec ton compte Au fil des pages. Et puis, pour terminer, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi ? Alors moi, je commence tout juste le nouveau roman d'Adeline Dieudonné qui s'appelle Kérosène et qui vient de paraître donc aux éditions de l'Iconoclaste. J'avais adoré son roman La vraie vie et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler ici d'ailleurs. Donc je suis ravie vraiment de retrouver cette autrice. Et toi, du coup, Catherine, qu'est-ce que tu lis ? Alors moi, j'ai continué dans la lignée des Goncourt des lycéens avec celui de 2020 cette fois-ci, Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui est paru aux éditions Emmanuel Colas. C'est un roman très fort mais aussi très dur sur la condition féminine au Sahel au travers du destin de 3 femmes. Je l'ai presque fini. Je pense qu'après, je vais vraiment faire un roman plus léger parce que faut que je me calme sur les romans très, très durs. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine page.